Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio pour cette nouvelle émission sur le football européen. Bonsoir à tous ceux qui sont dans les commentaires, en particulier au JC 1984. On a déjà commencé un petit peu à parler Ballon d'Or avec au JC 84 dans les commentaires avant le début du live. On va revenir dessus probablement en fin d'émission pour parler un petit peu de toutes les nouvelles un peu du foot européen, un espèce de petit medley, le Ballon d'Or, mais aussi peut-être 2-3 mots sur Marseille-Paris Saint-Germain, peut-être sur le retour de Balotelli dans le football, dans la Serie A, etc., etc. Donc voilà, on verra. Mais ce soir, j'avais surtout envie de parler des 3 maxi-chocs qu'il y avait ce week-end que j'ai pu regarder et pour lesquels vraiment je me suis passionné. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'enseignements qu'on peut tirer de ces chocs. Donc voilà, je vous propose d'en parler. J'espère que vous les avez regardés. Il y avait bien sûr un très gros choc en Première Ligue entre Arsenal et Liverpool. Un Liverpool dont moi, depuis le début de saison, je dis que je suis pas très convaincu. Et un Arsenal qui, pareil, est quand même pas aussi fringant que l'année dernière. Donc on va voir ce que ça va donner. Real-Barça, le classico, le seul classico. Avec le Boca River, mais voilà, européen, on va dire, le seul classico européen. Real-Barça qui a donné un match vraiment très intéressant. Alors, on peut se focaliser sur les hors-jeux de Kylian Mbappé, mais je pense qu'il y avait pas mal d'autres choses à dire. Et enfin, l'apothéose. Franchement, le meilleur match que j'ai vu depuis le début de l'année. Vraiment, j'espère que vous avez eu l'occasion et pu trouver un moyen pour regarder ce match-là. Mais le Inter-Juve de hier soir à 18h, c'était extraordinaire, mais vraiment. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un match de ce niveau technique, tactique, etc. Donc voilà, vraiment exceptionnel. Pas obligé ça de parler de Le Texier, ok. Soi-disant Mbappé va gagner les hors-jeux d'or ce soir. Il a hâte de le recevoir. T'as oublié de parler du plus grand choc du week-end. C'est quoi le plus grand choc du week-end pour toi au JC 1984 ? Alors je dis pas qu'il y en a pas eu d'autres. Hein. Là en ce moment il y a un Galatasaray Beşiktaş, le Ajaccio Bastia. Oui, alors là, effectivement, je vais pas en parler ce soir. Je suis vraiment désolé. En fait, mes compétences s'arrêtent à un certain moment. J'ai pas de, voilà. C'est fini. 2-1 pour Galatasaray. Bon, il menait 2-0. D'ailleurs, si on prend, allez, 1 minute pour parler de Galatasaray Beşiktaş, qui sont donc 2 des meilleures équipes turques à l'heure actuelle. Eh bien, j'ai regardé quoi ? J'ai regardé une mi-temps, on va dire, tout cumulé. Donc, j'ai pas regardé l'ensemble du match, mais j'ai regardé une mi-temps. Eh bien, c'est pas terrible, hein, le niveau de la Super League turque. Hein. Et pourtant, là, t'as les meilleures équipes, hein, quasi. Donc voilà. Tu sais que j'avais même oublié Lucas Torreira, qui était soi-disant une superstar à un moment donné, qui est parti d'Italie, qui devait signer au Milan, qui finalement signe à Arsenal, se blesse, puis bref, termine à Galatasaray, et puis finalement, en fait, je pensais qu'il était parti ailleurs, mais non, pas du tout, il est toujours à Galatasaray. donc voilà. Comme quoi, quand t'es une superstar, des fois, ça s'arrête vite, quoi. Bref, en tous les cas, bon, c'est quand même il joue quand même dans un grand club, mais bon, il joue en Super League turque, quoi. Voilà, ça c'était pour Galatasaray Beşiktaş, où j'ai pas trouvé que c'était vraiment foufou le niveau technique footballistique. Revenons à nos moutons. Arsenal-Liverpool. Écoutez, voilà, tout était prêt pour un maxi choc. Alors bon, Arsenal était un petit peu diminué parce que William Saliba est de très très loin son meilleur joueur, hein, je pense, enfin en tous les cas son meilleur défenseur, mais on n'est pas loin d'être sur le meilleur joueur en fait, réellement. Je pensais pas dire ça un jour, hein, de William Saliba, donc voilà. En fait était suspendu à cause de son carton rouge, hein.
Donc voilà, il recevait le 24e du Ballon d'Or. Ah bah, il recevait, dit au JC 1984, il recevait Liverpool de Arne Slot, qui était invaincu. Donc voilà, donc c'était vraiment une super affiche. Arsenal avait déjà cramé un peu ses jokers. Et en fait, on a vu deux équipes qui se sont répondues un petit peu coup pour coup. Hein. Voilà, Arsenal avec ses fameux coups de pied arrêtés. Donc voilà, ça change pas. Mais ce qui est marrant, c'est que Liverpool a aussi répondu sur coup de pied arrêté, entre autres. Donc voilà, et j'ai pas trouvé que... Alors, il y avait une belle intensité dans le match, ça allait d'un côté à l'autre, mais pendant... Pas forcément tout le match, mais il y a eu des très très beaux mouvements, etc. Le truc, c'est que encore une fois, je pense que le match nul est quelque chose qui est totalement justifié. Enfin, je pense pas qu'Arsenal ait vraiment dominé plus que ça. Et Liverpool a eu des très très bonnes périodes, vraiment. Surtout en deuxième période, en fait. En première période, c'est vrai que Arsenal avait pris un petit peu le dessus. Et Liverpool a vraiment appuyé, accéléré en deuxième période. Donc c'était finalement assez équitable. Le truc étant que... Bon, alors Saka était revenu. Saka a d'ailleurs marqué un très très beau but, hein. Mais c'est vrai que c'est un beau but, mais c'est vrai que c'était pas si impressionnant que ça. J'ai pas vu un niveau incroyable au niveau technique sur le terrain. C'était appliqué, c'était des fois très électrique en termes de physique. Mais effectivement, c'était pas non plus vraiment du très très haut niveau. Et je trouve d'ailleurs que ça représente très très bien les deux équipes. Je pense sincèrement que les deux équipes sont pas... Enfin, en fait, oui, ils dominent la Première Ligue, mais ils sont pas, je trouve, ultra dominants, vraiment impressionnants. Arsenal, je trouve, ces 2 dernières saisons a été bien meilleur que cette saison. Et Liverpool, j'en parle même pas. Alors, c'est vrai que la saison dernière, non, parce que c'était une saison pas terrible. Mais les saisons précédentes, Liverpool, tu sentais qu'ils maîtrisaient les événements. Là, en fait, c'était la première grosse équipe qu'ils rencontrent. Ils encaissent 2 buts. C'était pas arrivé jusque-là. Et je les ai pas trouvés, comment dirais-je, en maîtrise, quoi. Donc voilà. Moi, je trouve que ce choc, si je dois tirer des enseignements, comme j'ai mis 3 chocs et des enseignements, en fait, a montré que ces deux équipes vont lutter pour la 2e place, mais vont pas faire grand-chose d'autre. Donc voilà. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense sincèrement que ces deux équipes vont vraiment pas lutter pour le titre. OJC qui dit « J'ai vu que la première demi-heure, puis j'ai bifurqué sur le plus beau choc avec le Inter-Juve. » Oui, effectivement, non, c'est très clairement, c'était un match de l'espace, Inter-Juve. Mais on va revenir dessus, mais c'était un des plus beaux matchs de l'année, je pense. Toute ligue confondue, hein. C'était un match, voilà. Celui-là, fallait pas le rater, quoi. donc voilà. Petite devinette, Ballon d'Or. Yamal est devenu le plus jeune joueur à intégrer le top 15. Saurais-tu me dire qui il bat? Si tu arrives, t'es balèze. Qui il bat? Moi, je sais pas, on pourrait dire peut-être Michael Owen. Ou alors Pato, peut-être. Ou alors très très jeune comme ça. Je dis Michael Owen ou Pato. Plus ancien? Ah, oh, oula. Non. Plus ancien. Ah, peut-être quelqu'un de l'Ajax de 95-96. Non, c'est pas ça. Il a joué à Monaco. Alors là, George Weah? Non, ou trop ancien, peut-être. Ils ont souvent le seum. Alors, donc c'est un Belge qui a joué à Monaco. Enzo Schifo? Oh, bravo. Alors là, je savais pas que Enzo Schifo avait été très performant très jeune. J'ai adoré Enzo Schifo, mais vraiment, en plus, bon, bah voilà...
le match pour la 3e place entre la Belgique et la France en Coupe du Monde 82, etc. Donc non, très très 86 d'ailleurs. Très 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 beau joueur, Enzo Scifo. Ouais. Ok. Donc oui, revenons à nos moutons. Je trouve que Arsenal effectivement 12e à 18 ans et 310 jours en 84. Pas mal, hein. Ouais, c'est beau. D'accord. Ah ouais, donc ça veut dire qu'en 86, quand il termine 4e de la Coupe du Monde, il a 20 ans, quoi. C'est bizarre parce qu'en fait, en même temps, j'étais tout petit, mais pour moi, Enzo Scifo, c'était déjà un grand, un adulte, quoi, en 86. Donc voilà, c'était de très très loin le meilleur joueur de l'équipe de Belgique à l'époque. Il était vraiment incroyable. Pour le top 10, il bat Mbappé, Yamal là. Ok, bon, c'est bien. Donc oui, Arsenal-Liverpool, voilà. 2 équipes qui m'ont montré plus de faiblesse que ce qu'ils ont montré comme force, je trouve. Et je pense sincèrement qu'il va y avoir un vrai trou entre effectivement, on va dire... Man City et ces deux-là. Et en fait, même Arne Slot l'a dit, hein, parce que donc dans le, je sais plus si on en avait parlé la semaine dernière du Liverpool-Chelsea. Si on en avait parlé d'ailleurs, Liverpool-Chelsea, mais Chelsea avait dominé Liverpool en fait. Et même Arne Slot l'avait dit, ils avaient dit on s'en sort bien parce que en fait réellement c'est très compliqué de jouer contre Chelsea, quoi. Je trouve que Chelsea montre plus de choses qu'Arsenal et Liverpool en ce moment, bizarrement. Donc voilà, alors ok, ils savent pas encore gagner tout le temps les gros matchs parce qu'ils n'ont pas d'expérience, parce que c'est compliqué pour Chelsea avec... Mais Maresca commence à faire un très très bon boulot, je trouve, à Chelsea. Là, ils ont encore gagné ce week-end de façon assez mature, je trouve. Donc ça commence à venir. Ils ont encore du mal dans les gros matchs, mais je trouve qu'ils grandissent très vite. Donc c'est pas mal. Et en PL, du coup, pour revenir sur le sujet, City et Chelsea font la bonne OP du week-end, ouais, absolument. Et en PL, hâte de voir le grand rude coach à United. Et oui, ça faisait aussi partie du medley un peu qu'on voulait faire à la fin, hein, parce que Ten Hag, enfin, s'est fait virer. Je pense que, je sais pas ce qu'il voulait faire avec lui, parce que c'est quand même assez compliqué depuis le début, en fait, hein. Je sais pas, en fait, tu sais, on va dire qu'il y a la jurisprudence Arteta en Première Ligue, qui n'a jamais rien gagné, hein. Il faut bien être sûr que... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui pensent que Arteta, c'est une réussite absolue. Il n'a rien gagné avec Arsenal. Même Ten Hag a gagné 2 titres pendant ces 2 années et quelques. Donc voilà. Et pourtant, finalement, on vire Ten Hag. Donc, je veux dire, de façon totalement justifiée. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'enflamment sur Arteta et sur la jurisprudence Arteta qui dit que voilà, Arteta, ça fait 5 ans qu'il a Arsenal et on lui a laissé le temps et c'est pour ça qu'Arsenal redevient un grand club. Redevient un grand club qui gagne que dalle, en fait. Donc, comme d'hab, en fait, c'est juste, ils redeviennent le niveau d'Arsenal, de Wenger, des 5-10 dernières années. C'est-à-dire toujours placé en Ligue des Champions, mais jamais vainqueur de quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Ouais, peut-être pas les 10 dernières années, mais les 7 dernières années de Wenger. Oui, ils sont en Ligue des Champions chaque année. Voilà. C'est ça qu'ils ont comme titre de gloire, quoi, on va dire. Mais ils gagnent rien. Bon, après, Arsenal, j'exagère parce qu'ils ont dû prendre une cup ou 2 pendant ces 7 années-là. Mais bon. Et bah, Ten Hag, je pense qu'il a bénéficié de la jurisprudence Arteta, où les dirigeants de United se disent « Bon, il faut quand même lui laisser du temps, de toute façon, on est tellement loin qu'on ne peut pas descendre plus bas. » Bah, en fait, si. 14e de Première Ligue, ça n'est jamais arrivé à ce moment-là de l'année pour Manchester United, dans toute l'histoire de Manchester United. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est complètement dingue. Donc voilà, donc oui, ils pouvaient aller plus loin, bah ils descendent encore. Donc bon, ils ont viré Ten Hag et c'est plutôt pas mal. Ruud van Nistelrooy, on verra ce que ça donne. Il avait été coach numéro 1 Van Nistelrooy en Hollande, je crois, enfin aux Pays-Bas, et je pense que c'était pas trop mal passé.
PSV, voilà, merci JC84. Donc ouais, va savoir ce que ça va donner, mais je le vois plus comme un espèce de Solskjaer bis que vraiment le coach du futur, quoi, de United. Je pense que United, il faudrait vraiment qu'ils aillent sur je sais pas, Xavi Alonso, un coach comme Maresca, par exemple, pourquoi pas, ou un truc comme ça, quoi. Ou, je sais pas, même un De Zerbi, par exemple, pourquoi pas, même si, bon, on voit ce que ça donne à l'OM, c'est pas forcément... Il n'y a pas de De Zerbi ball pour l'instant, hein. Enfin, j'ai pas eu l'impression, c'est juste pour l'instant une vision de l'esprit, le De Zerbi ball. Donc je sais pas, mais ouais, j'ai pas de... Mais je pense quand même qu'il faut qu'ils aient un peu de courage, Manchester United, et qu'ils prennent un coach jeune, avec des idées, qui veut changer le game, quoi. Donc voilà. Tu veux rire dans les rumeurs pour reprendre United, il y a Nagelsmann, mais tu as aussi un retour de Ole Gunnar Solskjaer. Non mais s'ils font ça, mais là c'est... Bref, ils sont capables, de toute façon, ces 13 dernières années... c'est une gabegie, donc c'est pas moi qui vais critiquer. Milan a vécu exactement les mêmes années pendant à peu près la même période après nos années très très fastes des années 2000, donc bon, voilà, il y a les grands clubs de temps en temps traversent ce genre de moments, donc voilà, des fois ça dure très longtemps, malheureusement. Tu as Amorim, tu veux dire, je pense. Amorim, ce serait bien, hein. Amorim, c'est bien. Amorim, c'est... Je rêve d'Amorim pour Milan, ou de Conceição, ou même Conceição à United, je pense que ça pourrait le faire. Mais voilà, ouais. Amorim, Conceição, Xavi Alonso, Maresca, voilà, quoi. Par contre, pas vu passer Conceição pour United. Oui, je pense, effectivement, parce que... Et pourtant, je trouve que c'est quelqu'un qui mettrait du caractère dans le vestiaire, parce que c'est ça qui leur manque, hein. Ils se traînent là comme leur âme en peine sur le terrain. T'as l'impression qu'ils sont là vraiment parce que ils sont traînés sur le terrain. Enfin bref, il faut qu'ils aient envie de tout bouffer, quoi. C'est les Red Devils. C'est pas Jojo et ses copains, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, bref. Bref, voilà, en tous les cas, Arsenal-Liverpool m'ont montré plus de faiblesses que de points positifs. Et bah, ça fait 2 fois que Liverpool... Et en fait, vraiment, c'est l'image que je dis. Alors, il y a plusieurs choses. C'est à tiroir ce que je raconte sur Liverpool, parce que vu ce qu'a fait Liverpool à Milan, c'est très très mauvais signe pour Milan. C'est-à-dire que vraiment, Milan est une mauvaise équipe cette année. Liverpool... Depuis le début de saison, je dis qu'ils sont bizarres. En même temps, ils n'ont pas croisé un seul club qui était dans le top 10 depuis le début de saison en Première Ligue. Donc c'est un peu normal qu'ils aient ce type de résultat, finalement, hein. Alors, quand même, si tu rencontres que des clubs entre la 10e et la 20e place, normalement, tu dois quand même prendre quasi tous les points. Donc voilà. Et ils ont croisé 2 grosses équipes, Chelsea et Arsenal, et contre Chelsea ils s'en sont sortis un peu miraculeusement, et contre Arsenal effectivement aussi c'est pareil, ils sont revenus 2 fois au score, mais c'est pas il n'y a pas de maîtrise, quoi. Donc moi je continue à persister sur le fait que Liverpool n'est pas une équipe impressionnante, et encore une fois en creux c'est très inquiétant pour le Milan parce qu'on s'est fait rouler dessus par cette équipe qui est pas très forte en fait. Donc c'est assez... on avait, par exemple, quand on les a croisés en Ligue des Champions, il y a 2 ans, j'étais au stade, je suis allé à San Siro, je ne suis pas allé à Anfield, je suis allé à San Siro, et en fait, oui, on prend un carton rouge, voilà, Tomori prend un carton rouge, et ça change le jeu, ça change le match, mais on n'est pas ridicule, en fait, pas du tout. Vraiment pas ridicule, surtout avant le carton rouge. Et après le carton rouge, même après le carton rouge, on n'est pas ridicule. Et là, contre United en phase de poule, là, c'était un carnage, en fait. Mais un vrai carnage. Donc c'est inquiétant parce que c'est pas une super équipe. Donc bon, bref, voilà. On verra. On verra bien où vont Liverpool et Arsenal. City peut encore faire la bonne opération du week-end, car tu as un Newcastle-Arsenal, un Liverpool-Brighton et un United-Chelsea, alors que City va à Bournemouth. Ouais, bon, de toute façon, City, ils sont partis, quoi. La seule chose qui peut les arrêter, c'est leur 115 infractions du fair play financier, hein. Donc voilà, ça va arriver de toute façon, et ils vont se faire arrêter, mais peut-être qu'ils vont encore prendre un petit titre, voilà. Après, ils disent bien que
pour revenir là-dessus, ils ont bien dit que ça pouvait être suspensif des titres déjà gagnés. Parce que forcément, s'ils ont vraiment truqué le système, ce qui a l'air d'être le cas, au niveau financier, ça voudrait dire qu'ils ont pu recruter des joueurs qu'ils n'auraient pas pu recruter, et donc ça fausse le résultat du championnat. Donc il est possible qu'il y ait 2-3 titres de City qui sautent, hein, dont peut-être celui de cette année, par exemple, si jamais ils le gagnent. Donc voilà. Et même un Villa Tottenham. Ouais, effectivement, ils peuvent vraiment prendre des points sur à peu près tout le monde. C'est clair. C'est clair. Donc voilà. Mais c'est un peu comme en championnat d'Allemagne aussi, t'as Leipzig-Bayern, et puis il y a un creux après derrière, et après ils sont 5 ou 6 en 1 point, entre 14 et 15 points. Et puis tu as Leipzig-Bayern à 18 points, qui sont un peu déjà lâchés en fait, enfin qui s'en vont un petit peu. Donc en Angleterre, c'est un peu la même chose, hein. T'as déjà t'as City qui commence à s'envoler, puis ensuite t'as Liverpool, Arsenal, et après t'as les autres, quoi. Donc ouais, ça peut être là la semaine prochaine, effectivement, t'as raison, ça peut creuser ça encore. Bref. Bon, on a terminé avec l'APL, on a parlé de Erik ten Hag, donc en plus, donc voilà, je pense que c'est bien. Arsenal et Villa, même nombre de points, 18. Ah oui, non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai c'est un peu plus serré sur le truc. Il n'y a que City qui s'en va un peu. Pas trop loin, mais quand même. Il commence à avoir 5 points d'avance sur Arsenal. 5 points, sachant que ça fait 2 ans qu'il gagne d'1 point le titre, ou 1 point ou 2, quoi. 5 points, c'est compliqué à remonter, hein, sur City. D'habitude, en fait, à cette période-là, c'est plutôt Arsenal qui a 5 points d'avance, et City qui a l'habitude des sprints finaux, et qui vont les récupérer. Ça fait longtemps que Arsenal n'a pas autant de retard à la 10e journée, quoi. Ça va être très compliqué. Et c'est pareil pour Liverpool, hein. Donc voilà. Bon, on verra. On va passer sur le Classico. C'était un match intéressant en Angleterre. Pour finir, on n'en parle pas trop, mais Nottingham est 7e. Ouais, Nottingham, en plus, Nottingham, c'était jusqu'ici la seule équipe qui avait battu, même jusqu'ici la seule équipe qui a battu Liverpool, je crois. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Un club, les clubs un peu historiques des années 80, Nottingham Forest, Aston Villa et tout, ils reviennent bien, West Ham, tout ça, ils reviennent bien quand même, hein. Ça fait plaisir. Alors bon, après il y a des gens, ils s'en foutent, ils savent même pas que ces clubs-là ont gagné des Ligues des Champions, enfin des Coupes des clubs champions à l'époque. Donc voilà, enfin bon, bref, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce sont des grands clubs, mais c'est sympa, quoi. Il y a Nottingham West Ham ce week-end en plus. T'as l'impression d'être en 1982, d'allumer la télé pour regarder. Alors à l'époque, c'était pas la première ligue, c'était le championnat d'Angleterre. Donc voilà. Ouais. Real Barça. Donc le Classico. On passe sur le truc. Alors ce match, il était très bizarre. Je pense sincèrement que le Real avait absolument les moyens de gagner le match, mais ils avaient malheureusement pas de numéro 9. Donc c'est très particulier parce que finalement, il y a 2 mi-temps complètement différentes où le Real peut mener 4-0 probablement sur la première mi-temps, mais le Barça joue parfaitement le hors-jeu. Sachant qu'en plus, comme c'est pas un numéro 9 de métier, Kylian Mbappé... effectivement, les appels d'un numéro 9, on dirait qu'il ne sait pas les faire. Donc voilà. Et où la défense est très performante. Mais je pense que c'est et la défense est très performante, et Kylian Mbappé a des gros problèmes pour faire des appels de numéro 9 dans l'axe. Il sait les faire sur le côté, c'est pas les mêmes, hein. Vous avez tous joué au foot, je suppose. C'est pas du tout le même type d'appel. En fait, quand tu es sur le côté, tu fais des appels en diagonale. Quand tu es dans l'axe, en fait, c'est toi qui dois créer ta propre diagonale. En fait, même pas, parce que tu dois longer la ligne de hors-jeu, puis ensuite replonger. Et Kylian Mbappé n'a pas l'habitude de ça. Alors que sur le côté gauche, par exemple, en fait, il fait tout le temps, si vous regardez, il fait tout le temps des appels en diagonale. Ce qui fait que ça lui donne du temps pour que le passeur comprenne qu'il fait un appel. Dans l'axe, en fait, tu n'as pas le temps de faire ça. Tu peux pas faire d'appel en diagonale ou d'appel tout droit parce qu'en fait, tu es hors jeu directement.
il faut que tu longes la ligne de hors-jeu, puis ensuite que tu partes. Dans une espèce de courbe un peu, un S en fait. Et il sait pas les faire. Donc voilà. Enfin, on s'en est aperçu samedi soir. Il sait pas les faire. Donc voilà. Et comme tu as une défense qui est plutôt pas mal, c'est bien réglé. Hein, dès qu'il y a une passe en retrait, il monte, etc. Donc c'est très très bien réglé. Bah voilà. C'est comme ça. Il s'est fait prendre au piège du hors-jeu 8 fois. C'est incroyable, 8 fois. c'est assez rare qu'un numéro 9 prenne 8 hors-jeu. Il marque quand même 2 buts, qui sont les 2 hors-jeu. Enfin bref, il a 6 occasions franches, un truc comme ça, et il en marque 2, et les 2 sont hors-jeu. Donc forcément, ça lui tombe dessus. En fait, tu peux pas faire autrement. Donc voilà, en première mi-temps, franchement, le Real peut éteindre le Barça, vraiment. S'ils ont si Kylian Mbappé a 2 ans de plus, ou plus exactement est arrivé il y a 2 ans au Real, ce qu'il aurait dû faire, je pense qu'effectivement, Attends, parce qu'il y a une question d'OJC 84, je voudrais un truc. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il gagne aisément ce Classico. Après, la deuxième mi-temps, tu peux pas en préjuger. C'est pas parce que tu en as pris 4 en première mi-temps que tu n'as pas le droit d'en mettre 4 en deuxième, comme ils l'ont fait. Mais quand même, quand on a pris 4 en première mi-temps, au niveau moral, c'est pas la même chose. T'es pas super enclin à te découvrir, t'es plutôt enclin à essayer d'en prendre le moins possible. Alors... tac, on repart. Ancelotti s'est trompé dans sa compo en mettant Jude à ce poste-là et on l'a pas vu. Effectivement, on l'a pas vu, mais en même temps, il a fait énormément de box-to-box. Donc c'était aussi nécessaire. C'est-à-dire que le Real en première mi-temps survit au milieu de terrain, parce qu'on a toujours ce problème de milieu de terrain. Je veux dire, depuis que Kroos est parti et que Modric est à l'âge qu'il a, il y a un gros souci de milieu de terrain, c'est ça qui pose problème. Jude Bellingham, en le mettant en espèce de box-to-box comme ça, en fait, il abat un travail énorme qui fait en sorte que le milieu de terrain subit mieux, ou en tous les cas, subit moins le jeu adverse. Donc voilà. Je suis sûr qu'avec Rodrigo à la place de Mbappé, le Real gagne ou fait nul. Mais c'est sûr, bien sûr, c'est clair. Tu mets Rossellou et Rodrigo, c'est... Ah non, tu parles de... Excuse-moi, je pensais s'ils avaient recruté à la place de Mbappé, Rodrigo de Manchester City. C'est même pas ils gagnent ou ils font nul, c'est ils regagnent la Ligue des Champions. Donc, mais bon, bref. Même avec Rossellou, hein, t'as pas besoin d'avoir Kylian Mbappé pour gagner la Ligue des Champions avec l'équipe que t'as, plus Rodrigo, ça c'est sûr. Donc les 2 Rodrigo, on va dire. Je sais pas, parce que... Je sais pas. Peut-être, hein, c'est possible, je peux pas te dire. Après, Kylian Mbappé, il se met dans ces situations-là parce que c'est Kylian Mbappé et qu'il a une vitesse quand même assez impressionnante. Donc je sais pas, je peux pas te dire, ça j'avoue. Et chose incroyable lors de ce Classico, j'ai trouvé plus mauvais gardien au pied que Donnarumma avec le gardien numéro 2 du Barça. Je pensais pas dire cela un jour. Moi je trouve quand même qu'il a fait plutôt, Iñaki Peña, hein, ça. Il a fait plutôt un bon match parce que sa défense jouait vraiment très très haute. Alors oui, ok, il a pas un jeu au pied fantastique, mais c'est quand même mieux que Donnarumma. Enfin, non, allez, on va dire c'est le même niveau, parce que Donnarumma, il a pas un mauvais jeu au pied. En fait, il a un problème de vision. On en avait parlé ici, en fait, et c'est pas moi qui le dis, c'est son entraîneur du Milan qui l'a formé, qui dit, en fait, si tu demandes à Donnarumma à l'arrêt de faire 10 passes longues à un endroit, il va les mettre les 10, en fait. C'est sûr, il a un super jeu au pied. Le gros problème, c'est l'analyse du jeu. Il va pas assez vite dans ses prises de décision, en fait. Mais il a un très bon jeu au pied, Donnarumma, bizarrement. Donc voilà. Mais bon, Iñaki Peña, oui, mais il a bien géré la profondeur, en revanche. Je trouve qu'il a fait un bon match, en vrai. Il a quand même vachement bien géré la profondeur de son équipe, parce que très souvent, il est venu sortir et interrompre des appels en profondeur. Donc c'était pas mal. 2, oui, il en met 2, il met sa petite balle piquée et qui est tout au début du match, et ensuite il met une frappe dans le petit filet opposé. Donc voilà, vu trop de matchs, je peux l'avoir oublié. Buenas tardes en direct de la Casa Real Madrid. Salut Kif Kony, ça va ou quoi? Ça fait plaisir. Florentino peut sous-louer son jet privé. Ouais, grave, c'est clair. Kif Kony, Vinicius voulait y aller, mais Perez lui a empêché. C'est vraiment, de toute façon, le ballon d'or, vraiment, ça sert à rien. Mais alors,
Là, ça devient n'importe quoi. Car ça reste classe de saluer le couronnement d'un autre. Oui, ça c'est vrai, tout à fait, je suis d'accord. Surtout quand c'est un joueur global comme Rodrigo, même si je déteste Manchester City, il faut dire que Rodrigo, ça fait 1 an que je le dis, et on en parle d'ailleurs, on va en parler après du Ballon d'Or si vous voulez, mais en fait c'est très dommage que Rodrigo gagne le Ballon d'Or cette année, parce que très clairement ça devrait probablement, je pense, être, je sais pas, Carvajal ou Vinicius, après tu choisis qui tu veux. Mais c'est surtout l'année d'avant qu'il devait le gagner, en fait. Parce que Messi, à part sa Coupe du Monde, et encore... Enfin, oui, non, il fait une très bonne Coupe du Monde. Mais à part sa Coupe du Monde, il fait rien. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'on lui donne le Ballon d'Or, en fait. Alors que Rodrigo fait absolument tout, en fait. Donc voilà, donc je comprends pas. Moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est le Ballon d'Or de l'année dernière. Ce qui fait que cette année... On va dire qu'il se dédouane un peu en le donnant à Rodrigo. Et en fait, je sais pas, c'est un peu... voilà, ça vient comme un cheveu sur la soupe parce que, très clairement, Vinicius, il fait une super saison. Vraiment une extraordinaire saison. Et en club, et en championnat et en Ligue des Champions. Ok, il fait pas une super Copa América, mais je veux dire... Voilà, quoi. Bref, c'est comme ça. Et il a éteint le City de Rodrigo. De Rodrigo. Donc, bon, voilà. Comme en 2018, quand Varane gagne tout, mais ne l'a pas. Ouais, mais je suis d'accord au JC, mais là, c'est encore pire, parce qu'en fait, Rodri, ok, Varane, il gagne tout, il l'a pas. D'accord. Mais Varane, il est pas ultra décisif dans le Real. Tu vois, Rodri, il est ultra décisif. C'est même lui qui marque le but en finale de Ligue des Champions, en fait, tu vois. Et en plus... Tout le jeu passe par lui. Enfin, il est beaucoup plus... De Bruyne est blessé cette saison-là, quand même. Tout repose sur lui. Il a pas besoin de Bruyne, en fait. C'est-à-dire que Rodri, il a dépassé De Bruyne depuis bien longtemps, maintenant. Manchester City, sans De Bruyne, ça tourne. Sans Rodri, ça tourne pas. C'est simple. donc voilà. Et je pense que ça va se voir dans les très, très gros matchs que City va jouer cette année. Sans Rodri, ça va être compliqué. Pour l'instant, Kovacic fait un peu illusion, mais j'ai pas l'impression que ça dure très longtemps, ça. Donc voilà. C'était une sacrée surprise, n'empêche. Rodri qui va venir en béquille. Oui, c'est marrant. Bah, bref. Donc voilà. En tous les cas, effectivement, en deuxième mi-temps, en revanche, le Barça a accéléré. C'était spectaculaire. Et eux, là, ils ont commencé à avoir une réussite insolente parce que, en gros, ils pouvaient tout tenter. Tu vois, Yamal, la frappe du droit. Ok, il rentre dans la lucarne, mais quand tu vois sa frappe, il a de la conviction, mais tu vois qu'il la contrôle pas vraiment parce que c'est un gaucher. On connaît les gauchers avec leur pied droit. C'est vraiment un gaucher c'est des gens, des joueurs souvent qui sont exclusivement gauchers. Là, franchement, il met une très très belle détermination dans sa frappe, mais tu sens que même lui, il sait pas trop où elle va partir en fait. Et puis il se trouve qu'elle part parfaitement bien sous la lucarne, sous la transversale, donc c'est top. Mais c'est voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et puis le Real qui petit à petit se découvrait de plus en plus parce que ils étaient menés, qu'ils essayaient de forcer, et plus ça allait, plus en fait, là, ça commençait à devenir n'importe quoi. Donc voilà, et puis les défenseurs, je trouve, ont été vraiment pas bons avec Lewandowski, ou alors est-ce que Lewandowski était très très bon, mais je trouve que il y a un vrai problème, Rudiger, Militao. Je trouve que Militao est pas du tout revenu à son niveau. Rudiger reste à son niveau, mais a un problème de QI football, et pas de QI, hein. Il est très intelligent, Rudiger, c'est pas ça. Mais il a un vrai problème de QI football. Il est bon sur l'homme, il est très bon, il a une super relance. Les deux d'ailleurs ont une super relance, Militao, Rudiger. Si tu regardes bien, en fait, quasi toutes les occasions de Mbappé, c'est limite la défense centrale qui lui passe, quoi. C'est une fois ou deux, je crois, le milieu de terrain, mais la plupart du temps, c'est la défense centrale. Donc voilà, donc c'est non, ils ont une super relance, mais je trouve qu'en revanche, dans les lectures du jeu, ils sont pas bons, en fait. Ils ont un problème. Et Militao est pas vraiment revenu de ses croisés. Je trouve qu'il a... Je sais pas, c'est bizarre. Ça n'a rien à voir avec le joueur qu'il était avant. Après, c'est normal, hein. Franchement, faut pas... Voilà, peut-être l'année prochaine, ça ira mieux, hein. Donc voilà. J'avais vu une stat de City avec et sans Rodri, ça fait peur. C'était à peine 64% de victoire
100 donc, et avec presque 90%. Ouais, c'est clair. Ah ouais, non mais Rodri, c'est vraiment le meilleur joueur. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Le plus important, c'est un Busquets avec beaucoup plus de vitesse et de puissance. Enfin bref, ils ont recréé Busquets, mais en ultra costaud, ultra physique, quoi. Et vif. Et puis le mec qui marque, des buts et tout. Donc, honnêtement, c'est chaud. Et Louis, c'est pas Courtois, ça joue aussi. Oui, parce que tout à fait, t'as tout à fait raison, parce que très souvent, le Real est dominé, subit des actions très 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 franches, et très souvent Courtois fait des miracles, il faut le dire. Et Louis, là, bon, il avait fait une pas mauvaise saison l'année dernière, et c'était limite un petit peu injuste qu'il se fasse sortir en finale, quoique finalement Courtois fait un nombre d'arrêts encore fou en finale, mais c'est vrai que là, en revanche, ça a fait tâche. Il n'en a pas touché une, quoi. Donc c'est complexe. Mais bon. Et si on se souvient bien, Guardiola se prive de Rodri en finale contre Chelsea et on connaît le résultat, absolument, parce qu'il voulait avoir son espèce de mojo de Guardiola, dire que c'était lui qui avait fait gagner la finale, et c'était une très mauvaise idée. Et quand il l'a mis, la finale suivante, enfin pas suivante mais 2 ans après, bah il la gagne. Donc voilà. Non, c'est clair. Rodri, c'est vraiment à l'heure actuelle, tu vois, et on le disait la semaine dernière, je veux dire, le Real, s'ils avaient investi tout l'argent qu'ils ont mis dans Mbappé, entre la prime à la signature, le salaire stratosphérique, etc., s'ils avaient pris ça et qu'ils l'avaient mis dans le transfert de Rodri, il serait venu au Real. Hein. Faut pas rêver, il y a le Real qui vient de taper à la porte. Manchester City, c'est un club qui n'existe pas, c'est un club en bois. Donc oui, tu gagnes beaucoup d'argent, ok, tu joues pour Guardiola, mais quand le Real il t'appelle, tu t'en vas en fait, c'est sûr. Enfin, tu vois, t'as rien à gagner puis t'habites Manchester. Non mais, je veux dire, je sais, moi honnêtement, je les admire ces gens-là. Ouais, franchement, les joueurs de foot qui vivent à Manchester, les joueurs de United et les joueurs de City, mais je les admire. Hein. Je sais même pas comment ils ont encore un demi-sourire sur le visage. C'est le temps qu'il fait dans cette ville, c'est catastrophique. Je sais pas, je comprends pas. Franchement, et puis en plus, même la ville en elle-même, c'est pas Rome, hein, on en est loin. Ouais, non, c'est clair. Il y a le Real qui t'appelle. Tu sais que tu vas vivre à Madrid, qui est une des villes probablement les mieux pour vivre, surtout quand t'es riche. Donc, non, tu vas en courant, tu vas à pied même s'il faut. Tu fais Saint-Jacques-de-Compostelle en partant de Manchester, hein, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Et si surtout il avait mis les sous sur Haaland avant qu'ils aillent à City, ils auraient eu un vrai neuf. Oui, effectivement. Oui, en plus, t'as tout à fait raison. Mais le problème du Real, je pense sincèrement que c'est pas le neuf. Alors ok, là, Mbappé nous a montré que c'était pas un neuf parce que il savait pas. En tous les cas, moi c'est mon analyse. Il sait pas faire des appels de neuf, donc voilà. Mais ça change pas que le vrai problème du Real, c'est le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain. Tchouaméni, Camavinga. Ça marche pas, en fait. Tchouaméni, je sais pas pourquoi il est titulaire à chaque match. Je ne comprends pas. Il est nul. C'est simple. Limite, mais Camavinga en 6 avec Brahim Diaz et comment il s'appelle, Jude Bellingham, je pense que ça marchera mieux, en fait. Ça marchera mieux que cette bouillie-là, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, mais c'est ridicule, en fait. C'est naze. Donc, c'est naze. Valverde... C'est un gentil... J'adore Valverde, mais c'est juste un piston, quoi, en fait. C'est rien de plus. C'est un très bon piston qui a une très bonne frappe. Voilà, super. Donc voilà, très très bien. Mais à part ça, il ne t'amène rien dans la créativité. Tchouaméni, c'est un... Donc on l'a déjà dit, hein, c'est un... Comment il s'appelle le joueur français latéral, voilà. Bakary Sagna, mais du milieu de terrain. Et Camavinga, il essaye de faire ce qu'il peut, ça va, mais en fait, en vrai, c'est pas non plus, c'est pareil, c'est pas Garcimore, Camavinga. Donc, bref. Pourtant, au début, on avait dit que les Kroos, Casemiro, Modric avec Camavinga, Valverde et Tchouaméni avaient fait un sacré coup, et que les 3 avaient été remplacés. On se rend compte que pas du tout. Ben non, mais attends, t'as un ballon d'or. C'est compliqué de trouver un ballon d'or au milieu de terrain. Bah là, tu vas en avoir un, t'en as pas 35. Hein. T'as un ballon d'or, t'as Toni Kroos. Voilà quoi. Le gars gagne tout avec le Bayern. Il demande un statut particulier au Bayern. Il dit va te brosser. Il part au Real. Il gagne 5 Ligues des Champions.
Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je te le dis, il n'y a pas de hasard. Donc voilà. Et puis après, Casemiro, c'est peut-être le plus facile à remplacer. Et ils l'ont remplacé par 3 joueurs, effectivement. Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Mais c'est le seul qu'ils ont remplacé, en fait. Kroos et Modric, ils n'arrivent pas à les remplacer. Et ils font pas les bons investissements. Donc ça marche pas. Donc voilà. Bref. Voilà, en tous les cas, le Barça a encore impressionné. C'est quand même une sacrée semaine pour le Barça, hein, entre la rouste qu'ils mettent au Bayern. J'ai hésité à inviter Kaiser Kopex d'ailleurs ce soir, mais je pense que ça piquait trop encore, parce que bon, ils se sont vengés sur Bochum, mais Bochum c'est Bochum, hein, c'est pas le Barça, donc voilà. La rousse qu'ils ont mis au Bayern, d'ailleurs qui ne souffre d'aucune discussion, mais vraiment d'aucune discussion, c'était un carnage, donc voilà, et c'est inquiétant pour le Bayern, ce qu'on avait vu un peu avec le Bayern de compagnie en disant ils ont qu'un mode A, ils ont pas de mode B. C'est-à-dire que le Bayern n'a pas de deuxième solution en fait. C'est toujours le même style de jeu. Et si on se fait rouler dessus, j'y peux rien. Advienne que pourra, on verra bien. Donc ils ont pris un gros éclat contre le Barça. Et c'est un Barça qui est quand même, faut quand même le dire, j'aime vraiment pas le Barça, mais il y avait 6 joueurs de la Masia sur le terrain. Hansi Flick, il joue vraiment, enfin, je veux dire, c'est courageux ce qu'il fait, à jouer à 50 mètres de ses buts, à jouer le hors-jeu avec Vinicius et Mbappé. Ça aurait pu mal se passer, on l'a dit, hein, en première mi-temps, ils peuvent en prendre 4 ou 5. Hein. Donc voilà, mais c'est courageux. C'est courageux, c'est ambitieux. Tu vas au Real, bam, tu joues comme si tu étais chez toi et que tu jouais contre Alaves. Et ben franchement, chapeau. Pareil, tu rencontres le Bayern, j'en ai rien à foutre. On va les déglinguer. On joue ultra agressif. Alors ils ont des très bons joueurs, très clairement. Lewandowski, c'est un vrai neuf. Et en plus, il a retrouvé sa forme. Yamal, c'est un très bon joueur. Il n'y a pas photo. Je pense qu'il va faire partie de... S'il dure longtemps, je pense que lui, avec Cole Palmer, ça va être un peu les deux foufous du futur. Donc voilà, non, ils ont des très bons joueurs. Au milieu de terrain, ils ont des gars de la Masia qui sont super bons, vraiment bons. Donc voilà, après derrière, c'est besogneux, c'est rigoureux, et c'est violent. Enfin, c'est pas violent, mais c'est physique. Donc c'est pas mal, quoi. Donc pas mal. Vraiment, c'est franchement bien. Ils ont pas trop de banc, c'est pas ouf le banc, mais ça va. Pedri revient à son niveau. Non, franchement. Et puis, ils ont Gavi qui revient. Alors bon, Gavi, lui, c'est la bagarre. Hein. Donc, voilà. On va voir. Parce que là, pour l'instant, il a que la bagarre. Il faudrait voir s'il redevient un joueur de foot. Mais pour l'instant, il fait la bagarre. C'est déjà pas mal. J'avais pas vu jouer le Barça depuis longtemps. Je connaissais pas beaucoup de joueurs, surtout en défense. Il y a de ces noms inconnus pour moi. N'oublie pas la pépite turque Yildiz pour le futur. Oui, c'est vrai. Ouais, mais on va en parler. On va en parler parce que c'est la très bonne transition vers Inter Juve. Voilà, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais c'était le plus beau match des 3. Bizarrement, hein, même si les gens pensent que Real Barça, honnêtement, franchement, Inter Juve, c'était un superbe match. C'était la meilleure pub que la Serie A pouvait avoir. Et même que le football pouvait avoir, puisque franchement, c'était 2 très grandes équipes, 2 très grands coachs, un niveau tactique ultra élevé, physique ultra élevé, technique ultra élevé, les coachs qui se répondent tactiquement, enfin bref, tout y était, des buts magnifiques, pas tous, mais magnifiques. Franchement, c'est vraiment du très très haut niveau, et c'est tellement dommage que en France, en tous les cas, on n'est pas les droits télé. Donc voilà, j'irais même peut-être un petit peu plus loin. Je voulais poster ça sur Twitter et je me suis dit, je vais le réserver pour Bonassara Calcio. Mais je pense sincèrement, et j'essaye de faire, comment dirais-je, fi de ma préférence sur la Serie A. Je pense que là récemment, il y a eu un classement des meilleurs championnats du monde qui est par un organisme, on va dire neutre, hein, d'accord. C'était pas, je sais pas, la Liga Calcio qui a sorti ça. C'était Opta, qui a dit que l'APL était le meilleur championnat du monde, le plus performant. Le deuxième, c'est la Serie A. Et je le pense sincèrement, ça fait longtemps que je le dis. La Serie A en fait regroupe tout du football. Une passion débordante comme il y en a
pas ailleurs en Europe, peut-être en Allemagne, mais c'est à peu près le seul endroit où ça peut atteindre ces niveaux-là. En Espagne et en Angleterre, c'est pas du tout au niveau de l'Italie. Donc une passion complètement folle pour le foot, et ça c'est important, c'est très important. Un niveau technique ultra élevé. Ça, c'est pas pour rien que ces 5 dernières années, les clubs italiens sont quasi ceux qui font le plus de performances en Europe. Alors pour l'instant, ils gagnent pas de Coupe d'Europe, ou peu, mais ils sont toujours là dans le dernier carré, c'est tout le temps, et en nombre en plus. Un niveau physique qui devient de mieux en mieux, ça devient de plus en plus... alors c'est pas aussi poulet sans tête que la Première Ligue, mais c'est de plus en plus dynamique. Le match d'hier par exemple, franchement, des fois, pendant 10 minutes, tu te disais mais ça va s'arrêter quand en fait, c'est pas possible. Donc vraiment, c'est... Niveau technique, niveau tactique, niveau physique, ça commence à devenir... Enfin, c'est pour moi, le mix de tout, c'est le meilleur championnat du monde. Et je voulais dire quelque chose, je suis désolé de dire ça, parce que, en fait, il y a des gens peut-être qui vont avoir un problème d'image, en fait. Il y a des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, en fait, le problème avec la Serie A, c'est que je n'arrive pas à regarder parce que c'est moche. Parce que ça ne reprend pas les codes de couleurs de la Première Ligue ou de la Bundesliga, qui sont des couleurs ultra vives, etc., avec des plans vraiment très très étudiés. C'est clair que la Serie A n'a pas ça, n'a pas de beaux stades, etc. Et ça la dessert. Mais les gens qui aiment le football profondément, vraiment, qui vivent le football, et qui comprennent le football dans toute sa dimension, si vous aimez pas la Serie A, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas, en fait. Je comprends pas parce que, en fait, si en regardant un match de Serie A, vous comprenez pas qu'il y a toutes les dimensions du foot et que c'est tout sauf du foot FIFA, et que c'est ça, en fait, qu'on veut. Enfin, moi personnellement, en fait, c'est ça que je veux. C'est des coachs qui se répondent tactiquement, c'est des joueurs qui se dépassent techniquement, c'est des réflexions collectives, etc., que l'APL, par exemple, ne m'offre absolument pas, à l'exception de Manchester City. Et le problème de Manchester City, c'est que c'est ultra scénarisé, en fait, les systèmes de jeu, etc., et ça me gonfle un peu. Donc voilà. Mais honnêtement, c'est le meilleur championnat à regarder, en fait. C'est le plus divertissant, c'est le plus intéressant tactiquement, enfin bref. Je le dis parce que c'est ça, et en fait, le match d'hier, c'est ça que ça a démontré, en fait. Ça a démontré que les deux meilleures équipes d'Italie actuelles, est-ce que ce sera les deux meilleures à la fin de la saison? Je ne sais pas, on verra. En fait, elles nous ont montré un spectacle extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Donc voilà. Donc je voulais le dire, le match était fou, le niveau était fou, tous les joueurs étaient là, il y avait des stars à tous les postes. Enfin, franchement, c'était magnifique. Et les deux coachs, mais c'est magique ce qui s'est passé entre eux, en fait, entre Inzaghi et Motta. Et ça s'est répandu tactiquement avec les changements, mais même les mouvements internes, enfin, au milieu de terrain et tout. En défense, c'était extraordinaire. Voilà, j'ai passé un match magique que je regardais en même temps que Arsenal-Liverpool, donc c'était compliqué, mais en fait j'étais happé par Inter Juve, en fait. C'était fantastique. Je vais lire vos commentaires maintenant parce que voilà. Mais bref. Après Yildiz, je le mets pas au niveau de Yamal et de Cole Palmer. Voilà, c'est ça que je voulais dire quand même au JC 84. Il est bon, mais il est pas au niveau de ces deux-là. Ça se voit quand il prend la balle, etc. Il est beaucoup plus stéréotypé pour l'instant. Il a moins de... Cole Palmer et Yamal, ils sont capables de tout faire. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils prennent la balle, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, ils le disent, tu sais à peu près ce qu'il va faire. Tu vois, c'est pas encore très... Mais bon, peut-être ça viendra avec le temps. Hein. On sait jamais. Et un Inter... Alors, n'oublie pas les nains. Et un Inter Juve sans un grand Lautaro Martinez. Ouais, absolument. En plus, il était un petit peu hors de forme. D'ailleurs, Thuram a fait un super match, je trouve. Côté Inter, et avec un Danilo Kata côté Juve, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas Kata, c'est Danilo, quoi. Sur un autre stream, un viewer Modo est allé une semaine à Naples et il a dit que ça pue le foot à chaque endroit. Tu as un truc sur le foot, bon ou mauvais, comme le PQ Juve, le PQ Juve, le fameux, mais t'as même là où ils vendent le PQ Juve à Naples, où je suis passé, c'est un truc, voilà. Et ils vendent aussi les chiottes Juve, et où tu peux chier dessus, quoi. Donc voilà. Le stade de la Juve, du Milan et de l'Inter est pas mal quand même. Oui, c'est vrai, mais même même le stade olympique de Rome, le stade de l'Atalanta est pas mal, le stade de Sassuolo, bon, même s'ils sont en Série B.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, mais c'est à peu près tout, quoi, tu vois. La Fiorentina, qui est une superbe équipe, une superbe ville, un maillot iconique. Regarde leur stade, en fait. C'est de la race, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, bref, c'est pareil, les stades de Gênes, ils sont iconiques, mais vieux, quoi, de fou, quoi. Et puis San Siro, pour y aller souvent, j'adore San Siro, c'est un stade magique en termes d'acoustique. C'est probablement un des meilleurs stades du monde pour l'acoustique. Mais le stade, il est éclaté au sol. Hein. Mais c'est voilà. Hein. Bref. Après, ils ont le même problème en Angleterre avec Old Trafford. Hein. Mais bon. Quand tu passes de l'interview au OM-PSG, ah bon, j'ai même pas essayé de le faire. Hein. Je te le dis, j'ai pas essayé. J'ai même pas regardé. Donc voilà. Je serais fouteux. Aller jouer en Italie me brancherait beaucoup perso. T'habites dans de belles villes avec une ferveur incroyable dans les stades des villes qui puent le foot. Ah mais c'est clair. Bon, alors moi je suis pas objectif, mais t'es footballeur à Rome, à Bologne, à Gênes, à Milan, même à Turin. Au pire t'as le ski et tout, tu vois. Parce que j'aime pas trop la ville de Turin, mais après je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment. Mais c'est pas mon style. Elle est pas moche, hein. C'est juste que c'est pas mon style, quoi. Mais franchement, mais tu passes, enfin, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Et le truc, c'est qu'un footballeur doit manger en priorité, enfin, tous les sportifs de haut niveau, des pâtes, du riz, des trucs comme ça. T'es dans le pays où ils cuisinent le mieux les pâtes et le riz. Donc, en fait, enfin, tu vois, c'est même pas relou, en fait, de manger des pâtes et du riz tous les jours. Parce qu'en fait, tu manges des choses extraordinaires. Donc voilà. Donc c'est, ouais. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Regarde Dybala quand il vient à Rome, tu as déjà vu ça? Mais oui, mais non, mais ça n'existe pas. Honnêtement, excepté l'Argentine, peut-être, et encore, malheureusement, l'Argentine, en fait, c'est plus de ferveur, mais avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire beaucoup de débordements aussi. Mais il n'y a pas, en fait. La ferveur du football de l'Italie, c'est extraordinaire. Et moi, enfin, je croise en permanence, je suis très souvent en Italie, vous le savez, et je discute de tout et de rien avec tout le monde, en fait, de football. Et en fait, peu importe que ce soit la grand-mère, que ce soit, je sais pas, la fille de la famille, que ce soit n'importe quoi, je sais pas, le grand-père ou un truc comme ça, en fait, des fois, ils regardent jamais le foot. Mais ils ont tous une équipe et ils réagissent, en fait, à... Des fois, toi, tu dis rien et en fait, ils viennent te voir en disant « Ah, toi aussi, t'es pour Milan, ou alors « Je déteste les Milanais », mais en rigolant, en fait, et c'est toujours très bon esprit, etc. Donc, vraiment, c'est... Non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je pense que peut-être en Écosse, tu peux vivre ce genre de choses. Peut-être, mais à part ça... Je pense que voilà, tu peux pas tester en fait l'Italie, puis la douceur de vivre en plus, enfin être footballeur là-bas, je pense que c'est mortel. Hein. À partir du mois d'avril, t'as des températures magnifiques, enfin bref. On aurait dit le pape qui vient à Rome, dit Bala, ouais. Eric Cantona, quand il faisait son émission sur les derbys du monde, avait fait celui du Milan. La ferveur, c'était fou. Ouais. Tu te souviens, elle était pas mal cette émission de Cantona sur les derbys. Et c'est vrai qu'il avait fait la Madonnina, il avait fait le derby bien sûr de Istanbul. Il a fait le derby de Madrid. Qu'est-ce qu'il avait fait encore ? Derby de Liverpool, je crois. Effectivement, non, c'est vrai, c'était top. Bah oui, de toute façon, le derby de la Madonnina, il y a quand même quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est probablement une des seules villes au monde, voire même la seule ville au monde, avec Madrid, mais parce que c'est. Oui, il avait fait Boca aussi. T'as raison. Il avait fait Boca River. Et c'est la seule ville au monde où tu as 10 Ligues des Champions qui s'affrontent. Et 39 titres de champion. Enfin, je veux dire, c'est un match, c'est 10 Ligues des Champions, 39 titres de champion, ça n'existe pas. Alors oui, ok, bien sûr, il y a le derby de Madrid, tu vas me dire. Bah oui, il y a 15 Ligues des Champions, d'accord, mais c'est qu'un seul club, hein, c'est pas l'autre. L'autre, il en a 0. Donc c'est complètement... Bon, c'est déséquilibré aussi à Milan, parce que bah, Milan domine largement l'Inter là-dessus, mais ça change pas que tu joues quand même l'Inter qui a gagné 3 Ligues des Champions, 20 titres de champion en Italie. Enfin, bon, moins 2 qui ont été pris
mais quand même, tu vois, c'est quand même, voilà, c'est quand même un sac. Je pense que c'est le plus grand derby du monde si tu regardes en termes de palmarès. Il y a pas au-dessus, quoi. En termes de palmarès, je vois pas dans quelle ville est-ce que tu peux avoir ça. Manchester, t'as pas, Liverpool, t'as pas, Londres, il n'y a pas, enfin bref. Madrid, il n'y a pas, Barcelone, il n'y a pas. Tu peux y aller, hein, on peut faire toutes les villes, ça n'existe pas. Hein. Donc voilà. Et tu l'as pas dit, c'est surtout le championnat avec les plus de suspense. Mais bien sûr, ça fait 4 années de suite que tu as des champions différents. Tout à fait, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait 4 années de suite que tu as des champions différents. C'est toujours... Alors, c'est pas toujours serré. C'est vrai qu'il y a eu des championnats où, entre Naples et l'Inter, là, ces 2 dernières saisons, j'avoue que le championnat était plié rapidement. Mais en revanche, les 6 ou 7 autres équipes derrière, pour la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League, mais c'est des batailles, mais de l'espace. Tous les week-ends, tu penses que tu as tout perdu. Le week-end suivant, tu penses que ça y est, c'est bon, t'es sûr d'y être. Et jusqu'à la dernière journée, tu t'arraches pour réussir à te qualifier dans les 4 premiers. Il y a un suspense de malade, vraiment. Donc, et surtout, il y a un truc, c'est qu'il y a 7 grosses équipes. Et quand tu croises une de ces 7 grosses équipes, tu ne sais jamais si tu vas gagner ou pas. Peu importe que tu sois le premier du championnat ou que tu sois le 5e du championnat, tu ne sais pas si tu vas gagner contre la Lazio, contre l'AS Roma, contre l'Inter, contre la Fiorentina, contre ceci, contre cela. Ils sont tous capables de te mettre une pipe, même si tu es leader du championnat. Et ça, c'est franchement, c'est impressionnant, quoi. Atalanta, Juve, Milan, Inter, Naples, Rome, à part en PL, qui peut donner autant de bons clubs? C'est clair. Et je pense que t'oublies la Fio. La Fio, par exemple, là, ils sont 4e du championnat. Hein. Ils ont battu Milan, ils ont atomisé l'AS Rome hier. Ils sont chauds, hein, la Fio. Attention, cette année. Hein. Donc, voilà. Non. Et la Lazio aussi. Donc, non, mais ça fait énormément de gros clubs dans le même championnat. Non. Enfin, voilà, moi, je sais pas, en fait, vraiment, je demande aux passionnés de football, hein, si je suis tout seul à voir ça, mais c'est clairement le plus grand championnat, pour moi, le plus intéressant championnat du monde à l'heure actuelle. Il y a pas à chier. Alors, il y a OJC qui dit, bientôt, le Genoa, qui va arriver dans les gros clubs avec Mario. Non. Ça n'arrivera pas, mais bon, bref, on les aime bien quand même, les Genoa. Donc voilà, c'est le plus beau derby d'Italie, hein. D'ailleurs, le plus folklorique, hein, c'est le derby de Gênes, entre la Samp et le Genoa. Alors malheureusement, là, la Samp est descendue, mais c'est même eux qui ont inventé les ultras. On en avait parlé ici, mais les ultras, le mouvement ultra est né à Gênes. Donc voilà. Voilà, en tous les cas, pour l'Inter Juve, j'espère que vous l'avez vu. En tous les cas, c'était un match splendide. Si vous pouvez le revoir, enfin, ou en tous les cas le voir même en différé, c'est pas grave en fait. Faites-le parce que c'était exceptionnel. C'était un niveau exceptionnel. C'était un des meilleurs derbys d'Italie que j'ai vu depuis très longtemps. Voilà. Après, c'est clair que depuis le début de saison, j'ai adoré le derby de la Madonnina, hein, vu qu'on l'a gagné, et puis je trouvais que c'était un super match, mais celui-là, le derby d'Italie, il passe au-dessus, même si je suis un supporter de Milan, techniquement, tu peux pas tester, voilà. Et ça me fait dire aussi que, effectivement, Milan est loin de ces 2 équipes-là, malheureusement. Voilà, donc probablement on sera derrière ces 2 équipes-là. Après, je suis pas impressionné par Naples. Il y a un beau match d'ailleurs qui arrive. Mardi, il y a Naples-Milan. Milan-Naples d'ailleurs. Donc ça va être sympa de voir ça. En plus, bon, Milan a pas joué ce week-end pour j'ai pas compris quoi. Je sais pas exactement. Je crois qu'il y a eu des effondrements aux abords du stade du Genoa, de Bologne. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'ils avaient annulé le match. Je sais pas, je comprends pas. Ah bah toi non plus, t'as pas compris. Je sais pas, il y a quelqu'un qui parle de problèmes structurels dans le stade, carrément de Bologne. Alors là, je suis désolé mec, mais en fait, c'est pas t'annules pas un match en fait. Tu quittes le stade et puis tu joues ailleurs. Mais bon. Donc voilà, donc ce qui fait que Milan va avoir un match en retard jusqu'au mois de janvier. Je crois que les prochaines dates possibles pour jouer des matchs en retard, ce sera au mois de janvier.
Donc en fait, le classement va être un peu biaisé pendant assez longtemps. On ne saura pas vraiment où est Milan réellement, vu que tant que tu n'as pas joué le match, tu ne sais pas si tu as les 3 points. donc voilà. Et probablement un vieux match en bois au mois de janvier, un mercredi soir. Probablement qu'on va pas prendre les 3 points. Donc voilà. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Mais bon, bref. Ouais. C'était à cause de la météo, c'est ce qu'ils disent, mais finalement, en fait, il n'a pas plu du tout à Bologne. Ouais, elles étaient annoncées, mais en fait, elles sont jamais arrivées. Et la veille, on a vu qu'elles n'allaient pas arriver. Mais apparemment, il y a eu aussi des problèmes structurels dans le stade. Bref, donc, je sais pas. Il y a des trucs qui sont effondrés. Je sais pas. C'était annoncé, mais bon, ça va. Enfin, dès qu'il va y avoir de la pluie, je sais pas, tu viens, tu regardes, il y a de la pluie, tu joues pas, comme on faisait avant, quoi. T'annules pas un match 2 jours avant, sachant que les mecs de la météo, quand même, c'est quand même, enfin, je veux pas trop les critiquer, mais c'est quand même les plus grosses pompes à vélo de l'histoire. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, heureusement qu'ils sont pas embauchés par Betclic ou par, je sais pas, FDJ.com, hein, parce que les gars en pronostic, ils sont nuls, ils sont aussi nuls que moi, donc c'est pour vous dire. Donc voilà. Non, franchement, c'est pas une raison, ça. Je comprends pas, en fait, mais bon. En tous les cas, ça fait en sorte que Milan va avoir tous les suspendus qu'il devait y avoir contre Bologne, c'est-à-dire Théo Hernandez et je sais plus qui, et Tomori, effectivement, ils vont être suspendus contre Naples et pas contre Bologne. Donc voilà. Donc je sais pas exactement si c'était ça le but, mais si c'était ça le but, on a encore du chemin à faire en Italie quand même. donc voilà. Le derby corse n'a pas pu se finir, ils ont fait les cons en tribune, match interrompu, 40 minutes, puis la pluie est arrivée. Ouais, mais bon, ça m'étonne un peu moins. Donc voilà. Donc ouais, match suspendu. Mais bon, si je regarde la météo sur Bologne samedi et dimanche, il n'a pas plu. Hein. Donc bref. Enfin voilà. Peu importe, on verra bien. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine ? La semaine prochaine, c'est bien, c'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de trêve internationale. Pas encore. Bientôt, mais pas encore. Qu'est-ce qu'on a en Ligue des Champions ? Non, d'ailleurs, on n'a pas de Ligue des Champions. On a une journée de championnat en Allemagne et en Italie. Et donc, on a effectivement en Italie AC Milan-Naples. Plutôt pas mal, et ce serait bien de les ralentir. Et puis en Allemagne, il y a la Coupe d'Allemagne, donc Leipzig, St. Pauli et Wolfsburg-Dortmund, donc plutôt pas mal. 2 matchs plutôt sympas. Mercredi, est-ce qu'on a des trucs intéressants ? On a la League Cup on a Mayence Bayern aussi en coupe, et on a la League Cup en Angleterre. Donc bon, ça, je vais vous laisser, voilà. On a on a 2-3 matchs sympas du championnat d'Italie, enfin rien de fou, mais voilà, Juve, Parme, Atalanta, Monza, etc. Et puis, on va arriver gentiment au week-end. Bayern, Stuttgart, ça c'est pas mal. Bayer Leverkusen, pardon, Stuttgart, ça c'est pas mal, vendredi soir. Le 3e contre le 8e, c'est plutôt bien, parce que Stuttgart, ça joue plutôt pas mal au foot. Et le samedi, un Newcastle Arsenal plutôt pas mal, dont tu parlais effectivement au JC 84, mais aussi un Liverpool Brighton, ouais, pas mal la journée de championnat anglais. Valence Real, bon, il n'y a pas d'intérêt. Valence, malheureusement, c'était une très belle affiche dans les années 2000, mais là maintenant, bon, Valence est 20e, donc voilà. Bayern Union, en revanche, celui-là va être pas mal parce que l'Union fait un très bon début de saison, donc ça c'est plutôt bien. Et puis Borussia Dortmund Leipzig, encore une fois, mais cette fois-ci pas en coupe, cette fois-ci en championnat, donc pas mal le 7e et le 2e, parce que Dortmund ils peuvent plus se rater, hein. Ils ont beaucoup de points de retard, donc voilà. Et puis championnat italien, rien de spécial. Et enfin, dimanche, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Aston Villa, très bien la journée de championnat anglais. Athletic Bilbao, Betis, Séville, plutôt pas mal ça comme match, parce que 7e et 5e, le Betis qui vient de battre l'Atlético de Madrid, donc plutôt bien. Et là, il y a du gros match à 12h30. Putain, pourquoi ils mettent ça à 12h30, sérieusement ? Naples, Atalanta, Bergame. Donc, très très beau match.
Puis ce sera tout, hein, parce qu'après les autres matchs en championnat d'Italie, c'est pas terrible. Donc voilà. Mais Naples-Atalanta, très gros match, des beaux matchs en Angleterre. Non, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Ma Chipo, Rodri, Ballon d'Or, ma merguez, le Texier. Ah mince, c'est pas ici. Faut nourrir le chat. Oui, vous entendez mon chat est colère. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il va falloir que j'aille le voir. Donc voilà. Bah écoutez, ça a été vraiment un plaisir, encore une fois, de discuter football avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tous ces fabuleux matchs dont on a parlé de championnat. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Bon, en même temps, on en a très peu parlé parce que... Bref, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse un avis un peu sur la nouvelle formule Ligue des Champions. Parce que j'étais très hypé. Puis je m'aperçois en fait que j'ai un avis tempéré sur la chose. En fait, les matchs aller-retour me manquent. Bref. Pour une dimension tactique en fait que tu n'as plus du tout. C'est du one-shot. Tu peux pas te dire si tu peux te corriger. Bref. Donc voilà. Moi non, j'adore. Ok. Justement, au contraire, ce sera cool d'en discuter. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir été dans le chat. Et puis bah écoutez, le football c'est trop bien. Et c'est encore mieux quand on en parle entre amis. Voilà. Allez, ciao les gars, ciao ciao.